C'est le seul pays où une personne en situation de handicap immigrée est Henri IV. C'est peut-être un des seuls où c'est possible, tu vois. En fait, je veux ni échapper au claque qu'il faut recevoir en prépa, ni échapper au bon moment. Je veux vivre le moment comme il faut. Mais j'ai vu autour de moi des gens qui ont essayé d'apporter comme ils pouvaient, mais de manière sincère, que du cœur, tu vois, sans se poser des questions, sans calcul. Et moi, je ne peux que dire merci. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Paroles de Prépa, pendant lequel je vais recevoir Orvedi, qui est d'origine angolaise, qui a immigré avec sa mère et ses frères et sœurs en France à l'âge de 6 ans. Orvedi est atteint de dystonie, qui est une maladie qui le contraint fortement physiquement. Et malgré ce handicap, eh bien, Orvedi est aujourd'hui en classe préparatoire, en première année, et pas dans n'importe quelle prépa, puisqu'il a intégré Henri IV, la prestigieuse institution parisienne. Ensemble, on a pu parler, bien sûr, de son handicap, de la perception qu'il a de cette singularité, des difficultés qu'il a pu surmonter et malgré tout de cette aventure, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il mène aujourd'hui avec beaucoup de joie. Alors je vous laisse découvrir ma conversation avec Orvedi. Salut Orvedi. Salut. Écoute, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. Déjà parce qu'on a trouvé un créneau, ce qui n'était pas évident, puisque ça t'aura peut-être pas échappé. Tu es le premier vrai préparationnaire, entre guillemets, à passer sur Parole de Prépa, puisque tous les autres sont passés par la prépa, mais en sont sortis. Toi, tu es en première année, à la fin de ta première année. Donc, c'est déjà une première spécificité. Et puis, bien sûr, sur Parole de Prépa, j'aime recevoir des gens qui ont un parcours atypique, voire exceptionnel. Et c'est vrai que du haut de tes 19 ans, 18, ouais, c'est ça, même pas 19. Bah, t'as déjà un parcours qui est très très riche et voilà, enfin, super heureux d'être avec toi et de pouvoir partager un peu tout ça. Pour te pré-présenter, et puis après je te laisserai te présenter vraiment. Donc, tu es atteint de dystonie, qui est du coup une maladie un handicap en fait qui te contraint d'un point de vue physique. Et malgré ça, et malgré d'autres difficultés dont tu pourras nous parler, tu es aujourd'hui en prépa, et puis pas dans n'importe quelle prépa, puisque tu es à Henri IV. C'est une prépa qui, sans doute, en fait rêver beaucoup dans cette période de Parcoursup qui bat son plein. Et puis, au-delà de ça, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer avant. Entre-temps, tu as un peu percé, tu as fait des vidéos pour Click, des vidéos... Enfin, bref, j'ai suivi ça avec un peu d'amusement en me disant que c'était aussi un peu grâce à ça que tu étais passé. Bon, c'est une petite fierté perso, on va dire. Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve dingue, c'est toute la joie et toute la positivité qui se dégage de toutes tes interventions. Et enfin voilà, rien que pour ça, j'avais trop hâte de tourner cet épisode et j'ai déjà dit beaucoup de choses. Et voilà, je te laisse te présenter, ensuite on va attaquer les questions. Je me présente, Orvedi. Donc oui, j'ai 18 ans et actuellement, je mène une aventure parisienne au lycée Henri IV et je viens de Strasbourg. Tu dis, alors on va reprendre dans l'ordre chronologique après, mais juste ça m'interpelle ce que tu dis parce que tu parles toujours d'aventure. C'est peut-être pas le terme auquel on pense en premier quand on parle de la classe prépa. Et malgré tout, pour toi, c'est une aventure. Est-ce que tu peux préciser pourquoi tu utilises ce mot à chaque fois ? Aventure parce que la fin n'est pas certaine ou même le chemin n'est pas connu. On parle d'aventure lorsque on part vers une quête et on ne sait pas réellement ce qu'on va rencontrer, qui on va rencontrer et comment ça va clairement se passer. Et donc, de par le handicap, l'aventure de la prépa n'était pas... déjà que la prépa en tant que telle, il y a un pourcentage d'inconnus. Là, avec le handicap, il y avait encore plus d'inconnus. En plus, pas dans ma ville, à Henri IV. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Et donc, une aventure que je suis heureux de mener parce que je sentais qu'il y avait de belles choses à faire. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est assez dingue, c'est que j'ai l'impression, quand tu m'en parles, que tu as ouvert des fronts pionniers, quoi, des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent, en prépa et peut-être à fortiori dans les grands lycées, et que tu découvres avec eux quelque part plein de choses. Donc, voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être, je vais te demander de revenir un peu plus en amont que d'habitude. Tu sais, sur Parole de Prépa, en général, on commence en première terminale, quel élève t'étais, etc. Je pense que pour bien comprendre ton parcours, il faut remonter un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous parler simplement de ton enfance, de l'immigration aussi, qui a été ta réalité, et puis bien sûr de la prise de conscience de ton handicap et comment tu l'as aussi d'abord perçu en tant qu'enfant, puisque voilà, c'est quelque chose qui est de naissance pour toi. Comment tout ça s'est construit dans ton enfance, cette double réalité à la fois du handicap et puis à la fois aussi du déracinement finalement.
Donc, moi, j'ai quitté mon pays avec ma mère, et ma grande sœur et ma petite sœur. Tu viens de quel pays, pardon? De l'Angola. De l'Angola. Donc, je suis né en Angola. Donc, j'ai passé 4 ans, 4-5 ans de ma vie. Et on est arrivé ici en 2010. Et moi, vraiment, j'acte le début de ma vie à ce moment-là, parce que c'est le moment dont je me souviens. Avant, je m'en souviens pas véritablement. Et donc, au pays, en Angola, j'avais pas accès à l'école. En tout cas, il n'y avait pas d'avenir pour moi dans le milieu scolaire. Pourtant, ma mère sentait que j'étais plutôt un enfant assez éveillé, qui avait des compétences, et elle croyait énormément en moi. Donc, elle est venue en France pour nous donner un meilleur avenir. Et très vite, donc j'ai commencé ma scolarité en maternelle. Et très vite, j'ai trouvé en cours, à l'école, un endroit où je me sentais heureux, autant capable que les autres, un endroit où je pouvais découvrir énormément de choses. Donc, c'était pour moi l'endroit de plaisir. Donc, aller en cours, c'était un plaisir pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma scolarité. Et du coup, le handicap, je m'en rendais compte peut-être en dehors du milieu scolaire, ou lorsque il y avait des choses que je pouvais pas faire. C'est dans la comparaison avec les autres. Mais moi, vis-à-vis de moi et dans ma famille, le handicap, en tant que tel, je m'en rendais pas tant que ça compte. Ouais, d'accord. C'est vraiment au travers des autres. Et puis, il y avait ce petit cocon scolaire qui, pour toi, C'est ça. vu que tu étais plutôt éveillé, se passait très bien. Et finalement, tu mettais ça un peu de côté. T'arrives dans quelles conditions aussi? Enfin, je sais pas pourquoi la France en particulier, pourquoi vous avez immigré en France. Et puis, dans quelles conditions finalement? Tu étais à Strasbourg, je crois, il me semble. Je suis arrivé à Mulhouse Ok. au tout départ. Et où le chemin d'immigré n'est pas évident. On est passé par plusieurs foyers, plusieurs endroits où les personnes qui viennent sont mis. Mais c'est quand même des bons souvenirs, parce que pour moi, c'était une découverte des endroits que j'avais jamais vu, une nouvelle civilisation. C'est plutôt de bons souvenirs. Mais oui, du coup, on a quand même changé beaucoup d'endroits. Donc ça, c'était assez particulier. Mais sinon, on a eu une immigration normale. Ok. Je dirais. C'est pas quelque chose qui a été problématique, en tout cas, dans ton enfance. Non, j'étais enfant. Pour ma mère, je pense que ça peut être plus dur, parce que elle est venue seule avec ses enfants. Donc, de son point de vue, je voyais que elle se battait, et que c'est vraiment pas un chemin évident, et c'est un chemin que j'ai pas fini, l'immigration. Donc, mais moi, en tant qu'enfant, je l'ai bien vécu. Ok, donc pas un problème. Et la perception de ton handicap, est-ce que tu avais une frustration? Est-ce que tu l'avais intégré comme quelque chose? Bah voilà, moi j'ai cette petite particularité-là. Enfin, comment tu le percevais dans tes yeux d'enfant? Il y a vraiment, je me souviens pas de moi frustré de handicap, mais ce pour des raisons de conviction, et handicap n'était pas une frustration, et au contraire, j'ai toujours rêvé très grand avec cet handicap, et j'étais un enfant qui se permettait de beaucoup rêver. Donc non, il n'y a pas eu de frustration, mais très vite c'est développé une forme de défi. Il y a un truc à faire avec ça. Très tôt, je pense. Ok, donc quelque part, le handicap t'a pas fait rêver moins grand? Non. Ou peut-être même au contraire. Bien au contraire, vraiment. Et une forme d'audace, et je voulais viser grand. Ok, donc, Très tôt. bon, ok. Donc déjà très jeune, ok, tu Oui. voulais viser grand. T'étais déjà très à l'aise en cours? T'étais plutôt dans les plus forts? Je ne saurais pas dire, mais ce que je sais, c'est que j'aimais ça.
Ça, Ouais. pour moi, c'est l'indicateur. J'aimais ça et j'étais un enfant qui participait, qu'on reconnaissait parce qu'il avait le sourire en étant à l'école. Euh, et oui, je devais être plutôt à l'aise. Mais ce que je dirais avant tout, c'est que j'aimais ça. C'était Ouais, un c'était plaisir. plus le plaisir que les C'est ça, résultats que tu retenais. exactement. Ouais, ouais. C'est drôle parce que, tu sais, dans la première vidéo qu'on a faite, j'ai vu des profs à toi qui ont commenté, mais il y en a, je crois qu'ils étaient du collège ou même d'avant. Enfin, c'est fou déjà qu'ils soient tombés sur ça. Oui. Et puis même, surtout qu'ils se rappellent de toi et surtout, enfin, ça corrobore totalement ce que tu dis. C'est le côté solaire et juste heureux d'être là, tout simplement, quoi. Et cette relation élève-prof, moi, déjà, étant un élève, un enfant curieux et qui veut apprendre, c'est une relation qui m'était chère. Et donc, le prof, en tant que tel, j'aime le prof et j'avais de bonnes relations avec mes profs et je pense qu'ils voyaient que je voulais apprendre et donc, je me souviens d'eux et ils se souviennent de moi. Est-ce que ta scolarité, malgré tout, a été affectée par ton handicap? Je sais, alors tu vas me réexpliquer l'histoire, mais je crois que tu m'avais dit qu'au collège, à un moment, ils voulaient te mettre avec des étudiants en situation de handicap et que toi, tu voulais pas. Enfin, je me rappelle plus exactement ce que tu m'avais dit, mais est-ce que tu peux parler de tout ça? En fait, donc au départ, quand je suis arrivé en maternelle, j'étais avec des enfants qui n'étaient pas spécifiques, qui n'étaient pas en situation de handicap. Mhm. Et par exemple, même pour le passage au CP, il y avait une case d'Ulysse qui s'était ouverte à Colmar. Tu peux expliquer juste ce que c'est cette classe? À l'époque, c'était une KISS 4, c'est-à-dire que c'était une classe qui accueille des élèves qui sont qui ont une situation de handicap moteur. Ok. Et que spécifiquement moteur. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ils mélangent tout et on parle d'Ulysse, que ce soit moteur ou cognitif. Donc, le système, c'était qu'on avait 2-3 AVS qui étaient présents dans la classe avec un prof qui avait des élèves allant du CP jusqu'au CM2 Mhm. et qui faisait les cours un peu pour des groupes. Ok. Et ensuite, on pouvait aussi aller en inclusion dans les classes, dans des classes sans élèves en situation de handicap. Donc, on m'a orienté vers cette classe et je pense que c'était la chose à faire à ce moment-là parce que, bon, on savait pas véritablement comment j'allais m'adapter ou non au système scolaire. Et moi, je m'y suis énormément plu dans cette classe et j'ai rencontré des élèves en situation de handicap, mais tout aussi éveillés et brillants que moi. Donc, ça a été un plaisir. Mais à partir du CE1, je commençais à prendre plus goût, après le CE1, à prendre plus goût dans l'inclusion que dans la classe de KISS 4. Donc, j'y suis resté et je revenais plus en KISS 4. Et du coup, ils se sont rendus compte que ça tenait, donc j'ai pu continuer dans un cursus dit normal. Ok. Donc tu regrettes pas ce passage-là, mais tu te sentais apte, en tout C'est cas, et ça. tu avais cette envie d'être avec tout le monde, entre guillemets. Exactement. C'était peut-être plus rassurant de passer par là, et même moi, je pense que dans mon parcours, j'y tiens d'avoir connu cette classe, c'est vraiment une richesse qui me tient à cœur Ok. pour le reste du parcours. Ok. Bon, si on avance un petit peu, quel lycéen du coup t'étais? C'est la première question que je pose d'habitude, mais voilà, la première partie me paraissait intéressante. Quel lycéen t'étais tu disais que tu rêvais grand. Quand est-ce que tu as commencé à envisager la classe prépa? La classe prépa, j'en ai entendu parler pas si tôt que ça. Peut-être seconde, première. Ouais, peut-être la première. Mais j'ai pu rejoindre un très bon lycée, le lycée Jean Staume à Strasbourg, qui est vraiment un très bon lycée. Au départ, j'étais un peu réticent et effrayé. Je savais pas si j'allais être capable de le faire et quel type de personnes j'allais rencontrer. Mais une très très belle surprise. Le corps enseignant était vraiment au top avec moi. Et les élèves, j'ai fait des rencontres extraordinaires. On était différents, mais
dans ces différences, il y a eu des belles rencontres qui se sont effectuées. Et donc, j'étais entouré de très bons élèves. Et dans ces très bons élèves, je m'en sortais bien. Vraiment, j'étais fier de ce que j'apportais, de comment je m'en sortais. Donc, mon lycée, mon lycée, c'est vraiment bien passé. Au départ, je savais pas, comme tous les lycéens, ce que j'allais vraiment faire. Mais maths, physique, SES, ça me semblait la porte pour se fermer, la voie pour se fermer le moins de portes. Et j'ai gardé maths, physique parce que à partir de la fin de seconde, je me suis dit que je voulais tenter une prépa parce que c'était pour moi le bon défi que je voulais relever. Et aussi, c'était comparé à la fac, on a une classe plus réduite. Ça va être plus humain, peut-être, j'allais peut-être mieux m'incorporer dans une plus petite classe que dans une fac. Et le défi me tentait vachement. Ok. Et comment t'en as entendu parler? Alors, tu disais que t'étais plutôt dans un bon lycée, mais quand tu viens d'un milieu assez modeste, en plus immigré, donc tu as des parents, des grands-parents qui ont fait prépa. Enfin, la prépa, souvent, soit t'en entends pas parler, soit t'en entends parler en mal. Comment c'est venu à tes oreilles tout ça? Justement, deux choses. Le fait d'être dans ce bon lycée, dans ce très bon lycée, je pense que la plus-value, c'est l'exposition à l'ambition. Parce que du coup, j'ai été entouré d'élèves qui, eux, depuis tout petit, connaissaient Ginette ou connaissaient Henri IV. Et donc, quand tu te frottes à ce genre de personnes, que tu les côtoies, bah, toi aussi, ça commence à... Même si moi, dans mon cas, je me disais que j'allais sûrement pas pouvoir y arriver, mais au moins, j'étais en contact avec ça. Et ensuite, je suis très vite tombé aussi sur Major Prépa, qui... dans la vulgarisation de la prépa, joue un très grand rôle pour démystifier un peu le côté effrayant de la prépa. Ouais, bon, ça me va droit au cœur. Non, mais c'est sincère. Et surtout, je pense que ce travail-là, on l'a vraiment initié il y a 2-3 ans. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai estimé que mon rôle, c'était d'aider les prépas. Et aujourd'hui, je dirais même que c'est 50-50. Tu vois, pour moi, c'est tout aussi important d'aller chercher des élèves qui connaissent pas la prépa que de leur expliquer comment ils vont inverser des matrices ou comment ils vont apprendre leur cours d'économie. Enfin voilà, petite parenthèse, mais ok. Enfin, vraiment, ça me fait trop plaisir. Ok. Et du coup, en termes de notes, c'était quoi un peu tes notes? Et donc, pourquoi prépa EC et pas prépa scientifique aussi, du coup? Ok. Dans les matières littéraires, je m'en sortais plutôt très bien. C'était plus inné pour moi. J'avais plus de facilité. Histoire géo, français, ça allait. Et j'aimais ça. Les maths en seconde, ça allait très très bien. J'avais de très très hautes moyennes. D'où le fait que je prenne maths, physique, SES. Et en première, je me suis rendu compte qu'en maths, il allait commencer à avoir une limite parce que le fait de ne pas pouvoir écrire allait rendre les choses compliquées. Donc j'ai ressenti une baisse dans mes notes. Mais en passant en terminale, ma prof de maths de première, Madame Barschmidt, une dame extraordinaire, m'a permis d'avoir des heures de maths de plus pour pouvoir m'entraîner avec un étudiant en maths, Loïc. Et ça m'a permis de retrouver un très bon niveau en maths et d'avoir des très bonnes notes. Donc en maths, j'avais des très bonnes notes du coup en terminale. Mais par contre, en physique, là, j'ai senti que ça allait devenir compliqué. J'ai senti une très grosse baisse. Je suis descendu à 13 parce que je pouvais pas écrire et donc faire une filière 1G comme je le prévoyais. Je m'étais dit, c'est bien de vouloir faire un défi, mais là, c'est juste kamikaze parce que c'est vraiment trop compliqué de faire des sciences sans pouvoir écrire. En plus, en physique, il y a les expériences, il y a ce côté-là où si tu les fais pas, c'est différent, t'es à côté, tu regardes. Et donc, le CG, puisque en plus j'avais fait de la SES, j'avais aimé ça.
Donc, je me suis dit que une classe préparatoire économique, c'était le juste milieu pour garder le système de la prépa que je voulais essayer et avoir des matières plus littéraires où j'étais un peu plus à l'aise et plus confiant. Ouais, c'est fou parce que au-delà du défi que tu te fixes, ça demande une énorme prise de recul et maturité en se disant ok, bah ça c'est possible pour moi, mais ambitieux. Ça, la marche en fait, elle est trop haute, ou alors ça va effectivement cette fois-ci me frustrer parce que je pourrais pas pleinement vivre l'expérience. Enfin ouais, voilà, faut réfléchir, faire un petit pas de côté. Enfin c'est déjà. Enfin tu vois, encore une fois, je me mets dans ta tête de t'as 16-17 ans et que tu te poses des questions quand même. Voilà, c'est pas la petite question anodine qu'on se pose quand on a 16 ans. Ouais, c'est fou d'avoir déjà ce recul-là. Tu penses que ça t'a fait grandir plus vite que les autres, quelque part? Ouais, oui, en tout cas, me poser plus de questions que les autres. Grandir plus vite, je sais pas. Je peux avoir mon côté très bébête aussi, hein. Mais en tout cas, je me posais plus de questions. Et je pense que se poser des questions, c'est mûrir. Je pense, enfant, on grandit parce qu'on demande pourquoi. Et dans la vie, il faut continuer à se demander pourquoi, je pense. Et du coup, bah, je visais grand, mais fallait rester réaliste sans s'empêcher de viser grand. Et du coup, bah, j'essaie de trouver des compromis pour continuer à, à suivre ce chemin. Mais parce que même faire une prépa éco, ça restait un défi immense. Mais je voulais relever un défi. Fallait choisir le meilleur endroit pour relever ce défi, et c'était la classe éco. Ok. Et ouais, justement, bah, pour bien préciser sur ça, donc en gros, le principal handicap que tu as qui est lié au scolaire, c'est que tu peux pas écrire toi-même. En revanche, ce que tu m'expliquais, c'est que ta tête, pour le coup, elle est pas du tout, ton cerveau, il est pas du tout affecté par la Ça va. maladie. Oui. Ouais. Et du coup, comment ça se passait en fait concrètement ton quotidien quand tu étais au lycée? En fait, tu avais une AVS, donc une auxiliaire de vie scolaire, en cours. Est-ce que tu l'avais aussi en devoir, entre guillemets? Comment tu arrivais malgré tout à travailler malgré le fait que tu puisses pas écrire? Donc, depuis la loi de 2005, si je ne me trompe pas, il est prévu que pour améliorer au maximum l'intégration, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire, qui est un AVS, un assistant de vie scolaire. Maintenant, on dit AES, AESH. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Ouais, j'ai vu, mais moi non plus. Aide aux élèves en situation de handicap, Ok. peut-être. Et donc, cette aide, Simon, qui était avec moi de la 4e à la terminale, donc qui m'a vu pleinement évoluer, qui m'a suivi dans une grande partie de ma scolarité, est là pour prendre les cours pour moi, donc les notes, mais est aussi là sur le temps des DS. Donc, quand j'avais un contrôle, c'était avec Simon que je l'ai passé. Ok. Et les devoirs, par contre, tu te débrouillais? Les devoirs, du coup, il n'était pas là. Donc, moi, ce que je faisais, c'était apprendre. Je faisais ce que je pouvais faire. Donc, apprendre les cours. Et après, le reste, je faisais pas. Ok, ben on y reviendra après parce que du coup la situation a un peu changé en prépa. Juste qu'on parle quand même de la période Parcoursup, je pense que c'est important. Ouais. Du coup, si on fait le bilan, en deuxième semestre de terminale, t'es à combien de moyenne et tu postules pour quelle prépa? Combien de moyenne, je ne saurais pas dire. Je devais être à 17-16, un truc du genre. 17,16? Non, 17 Ah, ou 16. 16-17, oui, parce que sinon c'est assez précis. Ouais. Ok. Un bon truc, 16-17, quoi. Ok. Parce que, en fait, du coup, il y avait la physique qui me baissait pas mal, qui était ma spé, donc qui était une spé, mais qui ne m'handicapait pas pour les ECG. Oui, c'est ça. En ECG, en gros, ce qui compte, c'est les maths, les C'est ça. langues et les humanités. Donc, Exactement. ouais, c'est ça. Ok. Mais moi, je me rendais pas compte véritablement de mon dossier. Je savais pas vraiment à quoi je pouvais véritablement postuler. Sincèrement, je Ok. savais pas. Et donc, dans mes vœux, j'ai mis les lycées de Strasbourg, qui sont de bons lycées, Kébert, et je voulais peut-être aussi aller à Saint-Étienne, qui est Saint-Étienne, qui est un lycée
à Strasbourg qui est plus familial et dans lequel j'aurais pu minimiser un peu plus les risques de la prépa. Mais avec un ami, Mathieu, un soir, on s'est dit, allez, on met Henri IV sur un coup de tête. Et Henri IV, tu disais que tu connaissais parce que tu venais d'un bon lycée et qu'il y avait beaucoup de gens qui C'est ça. allaient à Paris pour leur prépa. Exactement. Je connaissais Henri IV parce que les gens de mon lycée, eux, ils visaient grand. Ginette, le grand, des très grands lycées. J'avoue que j'avais peut-être une forme de frustration en moi de me dire que j'avais un peu le seum de me dire que j'avais quand même fourni des efforts et que j'étais fier de ce que j'avais fait et que j'allais peut-être pas pouvoir peut-être dans un autre monde j'aurais pu postuler pour ces lycées-là et c'était un peu un plaisir avec cet ami-là de dire bon on met Henri IV et on verra bien jusqu'où tu vas monter en guise d'attente. Mais t'y croyais ou non ça, non vraiment je drop un petit Henri IV je croyais pas, c'était limite une vanne. Je crois Henri IV c'est le seul vœu un peu élevé que j'ai mis. Donc, le reste, c'est un élève qui espère entrer en prépa pas très loin de Strasbourg, quoi. Ok, donc bon, ok, je vais rentrer en prépa. J'ai a priori les notes pour rentrer dans une prépa nécessairement. C'est ça. Mais Henri IV, bon, ouais, voilà, c'est pour flamber un peu. Exactement, on verra bien. Et la gros plot twist, en fait, t'es pris à Henri IV. Donc c'est ça. En maths appli ESH. Je suis pris en... quand je vois ça, je suis pris en maths appli ESH, maths appro AGG et maths appli AGG. Ah ouais, donc t'avais Lombardie sur okay. En plus, j'ai tout ça. T'es direct en liste d'attente ou direct J'étais pris... je crois que c'est la deuxième vague ou un truc du genre. Ouais, assez rapidement. Assez rapidement. Vraiment, genre, c'est apparu vendredi et genre le lundi, j'ai vu que j'étais pris. Ok. Et là, du coup, déjà, c'est quoi ta réaction et tu fais quoi en fait, j'avais un oral de bac blanc. Tu sais, le grand oral, justement, à passer au lycée. Et j'étais avec Simon, j'étais en train de faire mon brouillon. Et je vois que j'ai une notif. Et je me dis, bizarre, le seul truc que j'ai laissé, c'est Henri IV, pour voir jusqu'où j'allais monter en liste d'attente. Et je comprenais pas les systèmes de liste d'attente, les chiffres, je les comprenais pas véritablement. Et je me dis, c'est bizarre, je peux pas avoir une notif, il y a que Henri IV qui reste. Et on voit, il me dit, on m'a dit, c'est bien Henri IV qui t'a accepté. Et moi, là, je suis dans le déni, je me dis, bon, ça va partir. Et de toute manière, je peux pas partir de Strasbourg, ça va être trop compliqué. Et donc, je passe mon grand oral en leur disant, parce qu'ils me demandent qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, je leur dis, je vais faire une prépa. Là, je viens de voir que j'étais accepté Henri IV, mais je pense que c'est plus rationnel de rester à Strasbourg et je resterai certainement à Strasbourg. Et ils t'ont dit quoi? Et ils m'ont dit, oui, on comprend. Donc, moi, j'étais sur ça. Mais justement, comme je te disais, il y avait une petite frustration quand même de dire... Du coup, j'étais vachement content de voir que, waouh, tu vois, au moins, ce travail que tu as fait, ça t'a permis de pouvoir être éligible à la Henri IV. C'était quand même... Je vais pas y aller, mais voilà. C'est une vraie fierté personnelle. Je suis vraiment fier de moi. Okay. Après, j'en parle à mes amis. Ils me disent, vas-y. Moi, je sens qu'il y a un côté de moi qui me dit, oui, c'est fou, mais il y a une belle histoire à écrire. Et je rentre à la maison. Au début, je crois que j'ai annoncé à ma mère le jour d'après. Parce que je voulais d'abord savoir moi. Et quand je dis à ma mère, au début, Henri IV, elle connaît pas ce ouais, ça lui parle, même la prépa, elle a capté un peu le truc. Non. En soi, elle sait pas plus que ça ce que c'est. Pour elle, tant que je continuais, elle a pleinement confiance en moi. Et ça, c'est la chance que j'ai. Donc, tant que je continuais à avancer, elle était rassurée. Et là, il y a mes sœurs qui disent, Macron, il est passé par là.
Et là, elle me dit, bon, tu vas y aller, hein. Et c'était... Ah ouais, c'était ça l'argument. C'était le seul argument. C'était ça, son seul repère pour savoir si je veux ou pas. Mais du coup, la chance d'avoir une mère qui pense d'abord à son fils avant ses craintes, parce que du coup, fils handicapé, qui est pas mal dépendant d'elle, mais qui va potentiellement aller à Paris, c'est fou. Mais après ça, c'est des raisons de foi. Elle avait la conviction que son fils allait faire des grandes choses. Donc, elle met ses raisonnements un peu de côté et elle me pousse à faire le choix dont elle sent que en moi, il y a un truc qui mène à faire ça. Et donc, ensuite, après ça, très vite, je développe la conviction que il y a un beau truc à faire. Ouais, après, c'est trop tard. Tu t'es mis ça dans la tête. C'est ça, tu vas y aller, exactement. Ouais. Et peu importe la finalité, j'avais la conviction que ça allait créer des belles choses et que je devais être là-bas, quoi qu'il arrive. Et ensuite, il faudra aussi parler de Christophe, qui est un homme extraordinaire qui avec sa femme m'ont énormément accompagné et qui m'ont permis il m'a accompagné à Strasbourg, il m'a même financièrement vachement aidé et donc il a été un très grand soutien pour moi pour il y a une phrase qu'il m'a dit qui m'a pas mal aidé, c'est que en vrai dit il y en a qui pouvaient même pas rêver faire ce que tu fais et toi tu peux faire le choix ou pas d'accepter. Et cette phrase elle m'a aussi pas mal parlé et donc très vite j'ai senti qu'il y avait quelque chose de beau à faire. Ouais, ok, d'accord. Donc il y avait un côté un peu rationnel en disant, ok, j'ai pas grand chose à perdre, d'essayer. Et il y a un côté, vas-y, bien sûr, il faut que j'y sois. C'est ça. Presque, je sais pas, métaphysique, je sais pas si c'est le mot. Exactement, mais... une conviction que il y a un truc à faire. Ouais, ok. Donc il y a un truc à faire. Du coup, comment se passe cette transition terminale-lycée? Alors, je crois que, évidemment, tu avais mis dans ta lettre Parcoursup que tu étais en situation de handicap. Mais bon, là, c'est un peu le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de prépas qui doivent pas trop lire les lettres de motif. Ils avaient pas trop capté que tu étais en situation de handicap, en fait. Oui, je pense qu'il y a dû y avoir un changement de directeur, peut-être, qui a fait que l'information ne s'est pas... Ok, ils l'avaient eu, mais ils l'ont perdu. Enfin, tu te ramènes le 1er septembre, ils l'avaient pas, quoi. En tout cas, ouais, il y a eu peut-être des torts des deux côtés. Non, mais vraiment, Okay. Tu penses que tu aurais dû un peu plus... de transmission de messages des deux côtés. Et donc, à la rentrée, on était dans le même bateau et il a fallu trouver des solutions. Ok. Ouais, c'est ça, mais j'imagine qu'ils doivent halluciner du truc, surtout que, bon, Henri IV, il y a quand même essentiellement des Parisiens, essentiellement des CSP++++. Tu devais être un ovni à bien des égards, quoi. Tu t'es senti comme ça ou finalement tu t'es dit, bah non, en fait, moi je fais mes DS, je fais mes cours, c'est pareil, comment tu t'es senti? C'est vrai que je me suis senti ovni, mais en fait, le truc, c'est que moi, dès lors où dans ma tête, j'avais accepté le truc, je pouvais tout me prendre. C'est que j'étais en mission, vraiment. Je pouvais me prendre toutes les réalités. Moi, je viens faire mon truc et c'est une aventure. Donc, il y aura des plans foireux, il y aura des ratés, mais... Tant qu'ils te laissent rentrer dans le lycée, t'y vas, quoi. Il y a une aventure à faire. Du coup, et je pense que c'était légitime de la part du lycée de d'abord s'assurer est-ce que on comprend bien la grandeur de ce qu'on tente parce que je pense que c'était nécessaire et même peut-être que ça a permis à un moment de se rendre compte de ce que je tentais. Et après, moi, dès lors où j'avais accepté, oui. Et donc, fallait commencer l'année avec ce que j'avais. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Indépendamment de toi, en considérant ta perception, mais juste ta perception cette fois-ci, c'est comment Henri IV, tout simplement? C'est magnifique. Le lycée, tu veux dire? Le lycée est magnifique. Et il y a ce côté méritant qui me... Tu vois, c'est les élèves qui y sont, c'est parce qu'ils ont mérité.
c'est public, la méritocratie. Les profs sont vraiment bons. Mais plus que tout, c'est vraiment d'être entouré de personnes qui veulent se déchirer et se donner à fond pour décrocher le meilleur de ce qu'ils peuvent avoir. Et moi, c'est ce qui me tente. Tu vois une différence avec les élèves, leur mentalité, tu vois une différence avec Strasbourg, parce que tu étais déjà dans un bon lycée, là dans un très très bon lycée, comment ça? J'étais dans vraiment un bon lycée à Strasbourg. Donc il y avait ce côté, il y avait des élèves qui visaient grand. Et donc la transition était dure plus pour les raisons de handicap que au niveau intellectuel et social. Et, euh, et je pense que bien au-delà de l'intelligence, je suis pas sûr d'avoir une si grande intelligence académique, mais plus que tout, j'ai une intelligence plutôt relationnelle et émotionnelle. Et ce qui facilite les choses. Et je pense que c'est vraiment ça, l'une de mes armes. C'est cette intelligence relationnelle. Bah, justement, c'était la question que je voulais te poser. Comment ça se passe aujourd'hui avec les élèves, les camarades qui sont les tiens? Ça se passe très bien. J'ai découvert une classe vraiment au top. Le handicap n'a pas été un souci. Et très vite, il y a une solidarité qui s'est formée parce que au début, j'avais pas d'AVS, donc je devais compter sur les autres. Mais c'est pas parce que j'ai besoin d'aide que forcément les autres sont obligés de le faire, mais ils l'ont fait avec cœur et avec gentillesse. Et ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu la chance de compter sur une classe top. Sur cette question de frustration que je t'avais posée au début, est-ce qu'un jour tu as ressenti une frustration de par ton handicap? Tu l'as dit peut-être un tout petit peu quand tu t'es rendu compte qu'en physique ça allait être compliqué. Est-ce que tu as découvert ce sentiment en prépa? Parce que donc, je réexplique rapidement, mais en gros, tu avais un AVS pendant tout ton lycée. Et en gros, à partir du moment où tu rentres dans l'enseignement supérieur, tout d'un coup, c'est comme si ton handicap était moins considéré finalement. Est-ce que tu as ressenti ça ou est-ce que malgré tout, tu t'es dit, ok, c'est encore plus galère que prévu, mais c'est pas grave, je vais faire avec? En fait, je pense qu'il faut diviser en deux manières de voir les choses. Une première où c'était plus au niveau institutionnel. Ça me frustrait de me dire que mais ça au-delà de moi. Parce que en fait, moi je pars du constat que moi j'ai de la chance d'avoir justement des gens sur qui je peux compter, tels que Christophe, d'autres personnes dans mon parcours, il y en a plein, je pourrais passer une heure à les citer. Donc j'ai cette chance-là. Parce que en fait, la France, c'est un magnifique pays. C'est le seul pays où une personne en situation de handicap immigrée est Henri IV. C'est peut-être un des seuls où c'est possible, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Ça court pas les rues, c'est un titre de podcast, mais par contre, c'est possible, ça existe. C'est possible. Ouais. Il y a des droits qui permettent un peu tout, mais de l'autre côté, il faut se battre pour les avoir et pour les mettre en exercice. Donc, ça me frustrait de me dire que, mince, les personnes en situation de handicap, c'est peut-être les gens qu'il faudrait le plus soutenir et apporter parce que socialement, pour permettre un développement et pour qu'ils se sentent valorisés, leur donner les clés pour qu'ils se sentent capables. Donc, de ce côté-là, ça me frustrait de me dire que jusqu'au lycée, je me suis battu et arrivé en prépa, on peut m'enlever ce qui me permettait de me battre autant que les autres. Pas plus. Juste te mettre au même niveau. Juste me mettre plus ou moins dans les mêmes conditions. Donc, ça, c'était un peu frustrant. Mais d'un point de vue personnel, j'étais en mission. Ça faisait partie du parcours pour que justement, peut-être au niveau institutionnel, je puisse changer les choses. Donc, c'était le lot des choses. Il fallait passer par là. Ouais. Oui, c'est ça. Dans la fight, il y avait réussir une prépa, ce qui est déjà relativement difficile, surtout en Henri IV, mais il y avait aussi résoudre ces problèmes à droite, à gauche. Du coup, c'était quoi ta situation initiale à la rentrée et quelle est ta situation aujourd'hui vis-à-vis de l'accompagnement? Donc, initialement,
je suis arrivé, donc il y avait pas d'AVS pour X raisons. Et donc, je pouvais pas passer les DS. L'école, je me débrouillais grâce aux élèves de la classe qui, notamment en maths, écrivaient pour moi. Et en éco, j'arrivais très bien à me débrouiller. Pas très bien, mais je me débrouillais avec en retenant ce que je voulais dire, ça allait, j'avais pas besoin de prendre des notes. En tout cas dans les premiers temps. Et grâce au niveau interne, pas grâce à ma prof d'espagnol, c'est ma prof d'espagnol du lycée, alors que je suis pas très bon dans sa matière. C'est une dame extraordinaire qui m'a permis d'avoir les AVS que j'ai aujourd'hui, donc Céline et Rachel, qui sont donc des dames qui le font par cœur. C'est pas leur métier. Elles le font pour vraiment m'aider. Et donc aujourd'hui, je passe mes école avec Rachel et elle est là en anglais et avec Céline qui est là en cours. Quand elle peut. Ouais, ça fait beaucoup de gens à dédicacer pendant ça. Il y en a vraiment beaucoup et j'en oublie. Ouais. Après, mais il y en a beaucoup. Et c'est quoi le sentiment qui prédomine auprès de ces gens-là? C'est de la reconnaissance, c'est de se dire, waouh, le genre humain est vachement mieux que ce qu'il en a l'air. C'est quoi que tu penses? C'est de la reconnaissance, de la gratitude et c'est à la fois aussi un, comment dire, je me rends compte que quand dans la vie tu essaies de tenter, mais de manière humble et juste de voir les choses, la vie te le rend. Et c'est un peu pour moi une réponse que j'ai bien fait de tenter parce que je suis arrivé sans rien, mais j'ai vu autour de moi des gens qui ont essayé d'apporter comme ils pouvaient, mais de manière sincère, que du cœur, tu vois, sans se poser des questions, sans calcul. Et moi, je ne peux que dire merci. Et vraiment, merci à Céline et Rachel qui me supportent au quotidien. Donc, vraiment, c'est incroyable. Ouais, j'espère que ça leur fera plaisir d'avoir cette petite dédicace. Est-ce que tu as l'impression que ton combat, il te transcende aujourd'hui? Transcender, je sais pas, mais il me rend fier et je me sens utile. Je pense que dans la vie, c'est hyper important de se sentir utile. Et la prépa prend un autre sens pour moi. Je me sens juste utile dans ce que je fais et je veux que ma vie soit utile. Je veux que ma vie ait un sens. Et en étant Henri IV, j'ai l'impression que ma vie a un sens. Parce que personnellement, j'avance, mais collectivement, c'est pas que je fais avancer, mais j'avance avec les autres. Donc, c'est cool. Ouais, parce qu'il y a les gens juste, tu vois, qui sans doute vont découvrir ton parcours et se dire, waouh, en fait, ouais, bien sûr que je peux y arriver, bien sûr qu'il n'y a aucun obstacle insurmontable, mais même, je pense que tu t'en rendras peut-être compte avec les années, mais sans doute que, tu vois, ce que tu fais là aujourd'hui, de témoigner devant tout le monde, ça pourra aussi avoir un vrai rôle de modèle. Tu vois, je me dis, il y a tellement peu de gens en situation de handicap en prépa. J'en avais parlé avec Alexis, puisqu'il t'a dédicacé un peu tout le monde qui se reconnaîtra, qui a son frère qui était en situation de handicap et qui me disait, lui, c'est brillantissime, il a eu HEC, machin. Et il me disait, mais il y a personne qui va en prépa en situation de handicap. C'est comme si tout d'un coup ton handicap n'existait plus, en fait, quand tu sors du secondaire. Donc en fait, tu peux pas être accompagné. Et surtout, quand il y en a, il n'y a rien d'adapté. Et tu vois, ce que tu dis à Henri IV, sans doute, c'est vrai dans toutes les prépas de Français de Navarre. Et ça, tu vois, je me dis que tu parlais d'utilité. Peut-être que, tu vois, tu as un double combat. Tu as, OK, dire à tous ceux qui écoutent ça, c'est possible, quelle que soit votre situation initiale. Et puis particulièrement pour les personnes en situation de handicap, ouais, le rôle de modèle, en fait, il est ultra important. Il est ultra important. Il en faut un qui passe par là. Et je serais tellement heureux, mais bien au-delà, si j'ai une très bonne école ou pas, si Orvidi, il est à... Si je suis à... si j'initie une forme de changement ou si des personnes en situation de handicap, même dès le collège, le lycée se rendent compte, je vais me déchirer parce que ce mec y est arrivé et moi, j'ai rien de moins que lui.
Donc, je me donnais l'objectif de le faire. Je serais, mais vraiment, sincèrement, vachement heureux et fier de moi. Et c'est vraiment l'objectif que demain, une personne handicapée qui quitte sa maison ou qui veut tenter un, un cursus plus qui ne lui est pas destiné au départ, ne soit pas pris pour un fou et ce soit juste normal. Et donc, même qu'au niveau institutionnel, il y ait peut-être un cadre qui faciliterait cela, je serais vraiment heureux d'avoir fait ça. Ouais, mais bien sûr, tu parlais d'aventure au tout début. Je pense que ton aventure, que tu l'aies voulu ou pas, et je pense que c'est ce que tu veux au fond, elle est devenue très collective, à mon avis. Déjà parce qu'il y a des gens, effectivement, qui t'aident à franchir les étapes. Et puis aussi parce que, ouais, il y a plein de gens que ça a fédéré, qui suivent ton parcours aujourd'hui. Enfin, bon, bref, c'est ma réflexion un peu globale sur ça, mais trop cool sur ça. Sur la prépa, justement, si on revient vraiment sur le côté super concret de la prépa, qu'est-ce que tu tires de ces premiers mois en prépa? Question très large, hein. Qu'est-ce que tu tires de ces 7-8 premiers mois en prépa? C'est une question très vaste. Déjà, en fait, je pense que l'avantage de la prépa, c'est que on t'apprend c'est comme si on te jette un toit, tu vois, et on t'apprend parce que tu te mets continuellement dans un risque, continuellement dans l'épreuve, dans la difficulté, à devenir plus fort. Et la force de la difficulté pour devenir fort, c'est extraordinaire. En fait, on pourrait... Et c'est pas malveillant. C'est pas quelque chose de malveillant, mais c'est quelque chose qui je pense, est efficace. Et à force de le faire, on devient meilleur sans s'en rendre compte. Et ouais, le fait de faire des calls, de s'exposer à des sujets, quand tu les vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire de ce truc? Et puis finalement, t'en sors. Tu rentres dans une call, t'es stressé, mais t'en sors toujours plus chargé de connaissances et plus soulagé que quand t'es rentré, que ce soit bien passé ou non. Ouais, clairement. Donc, c'est vraiment hyper instructif. Et la prépa, c'est une petite vie dans une vie. C'est vraiment une vie dans une vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu vis une vie. Et tu gagnes en âge en peu de temps. Vraiment, c'est une très, très belle aventure. Tu dirais que c'est l'épreuve la plus dure que tu as eu à surmonter jusqu'à présent? En tout cas, celle dont la fin est la moins certaine. Ouais. Oui, la plus hasardeuse. La plus incertaine que j'ai eue, c'est le caractère incertain. Mais en même temps, c'est excitant. Parce que c'est pas comme le collège ou le bac, tu sais que tu vas l'avoir. Alors que là, j'en sais rien. Ouais, t'aimes bien ce côté-là. En fait, oui, j'aime bien le côté où tu sais pas ce qui va se passer à la fin et donc toi-même, tu vas être surpris. Donc, ok, la destination est un peu inconnue, mais le chemin en tant que tel, tu kiffes être en prépa, vraiment? Ouais, tu le vis à fond et je kiffe me battre avec mes armes, en fait. Okay. C'est ça qui est kiffant. Tu te bats avec tes armes et tu veux voir jusqu'à où ça va aller. Okay. Et c'est comme ça que je le vis. Et ça demande d'accepter ça. Il y a des trucs que tu peux pas faire, tu dois l'accepter et te battre dans ce que tu sais faire et au fur et à mesure voir jusqu'où tu pourras aller. Ok. Et niveau résultat, niveau méthode de travail, t'es content de toi? Je suis fier de moi. Et ce que je dis, c'est que quand on s'est parlé la première fois, si on m'avait dit, j'aurais signé tous les jours. Donc, il y a des matières où je m'en suis très bien sorti, les matières littéraires. D'autres, je trouve que ça a été beaucoup plus compliqué qu'en prévu en langue. Anglais, espagnol, c'est vraiment pas ça. En maths, c'est compliqué par l'écrit. Et donc, ça demande... C'est particulier parce que intellectuellement, je m'en sens capable. Je sens que je pourrais vraiment bien faire. Après, dans l'exécution, c'est plus compliqué, donc je peux moins m'entraîner. Donc, c'est un peu plus dur, mais compte tenu des conditions, c'est bien. Mais ça reste un concours. Ouais. Que j'en sois fier ou pas, le but, c'est qu'à la fin, j'ai le meilleur résultat possible. Donc, dans les matières littéraires, je m'en suis vraiment
très bien sorti. J'ai eu plutôt des bons classements. En langue, j'ai plus de mal, mais c'est normal. Je pense que ça viendra. Et en maths, c'est ça, réussir à trouver des solutions pour devenir un peu plus compétitif. Mais je suis fier de moi. Vraiment, ce que j'ai fait, même les profs ou la direction auraient signé tous les jours pour ça. Ouais. Et ouais, c'est ça, ce qui est fou, tu m'avais montré un peu les notes que tu as vues. Donc, en gros, bon, t'es ni le major, ni à la rue, quoi. T'es un peu au milieu. Ils sont pas tendres avec toi, les profs, quelque part, mais enfin, c'est ce que tu veux, en fait. Ouais. Tu veux pas de tendresse de leur part. Ouais, ma prof d'espagnol, je suis pas bon dans son cours, elle le dit. Pourtant, elle m'aide vachement pour que ça aille mieux. Mais là où je suis pas bon, elle va dire, et ça, j'aime ça. En lettres, je vais être bon, on va me dire mes qualités, mes défauts. À l'oral, je peux très bien m'exprimer, mais il faut peut-être plus de rigueur et de précision, et on va me dire, et moi, c'est juste ça que je veux. C'est d'être traité comme les autres et en fait, je vais ni échapper au claques qu'il faut recevoir en prépa, ni échapper au bon moment. Je veux vivre le moment comme il faut. Ouais, c'est ça, c'est exigence et bienveillance qui sont pour moi les deux curseurs de la prépa. Et juste toi, c'est x10 sur les deux, quoi. C'est ça, ouais. faut les vivre. Okay. Je veux pas être privilégié d'un côté ou d'un autre. Tu vas rentrer en deuxième année bientôt. Est-ce que t'appréhendes... Ouais, on t'espère, bon, on touche... C'est du bois, je crois, on va toucher du bois. Est-ce que t'appréhendes ça et est-ce que tu penses déjà au concours? Ça va aller loin pour toi ou concret? En deuxième année, je pense que ce sera différent parce que du coup, tu penses qu'au concours et je veux... Je pense que c'est bien d'être arrivé en Henri IV, mais Henri IV, c'est une prépa. Le but, c'est de préparer un concours. Et donc, histoire... cette aventure, le but, c'est quand même d'avoir la meilleure école possible. Et sur ça, je vais devoir trouver des solutions si je veux être le plus compétitif possible pour les maths, pour pouvoir vraiment combler un maximum les choses et aller taper le plus haut possible. Et ça sera d'autant plus beau si j'arrive à taper plus haut possible. Ouais, bien sûr. Ouais, tu parlais justement de l'incertitude de la destination. C'est ça. Et en même temps, tu as dit tout à l'heure, j'aurais signé tous les jours si on m'avait dit de là. On s'était vu quoi, en septembre, octobre. On tourne fin mars, tu m'avais dit, voilà, là, j'aurais signé tous les jours si on m'avait dit, OK, là, je suis bien, j'ai trouvé le rythme, etc. Si là, je te dis, OK, je te propose une école, est-ce qu'il y en a une où tu dis, je signe, bon, à part HEC, c'est trop facile. Est-ce qu'il y a un truc où tu dis, je signe tous les jours? Top 3, top 5, je signe tous les jours. Ouais, on te dit, et TQM, tu signes. C'est là, t'as le contrat. Je signe. Mais je veux vraiment aller taper le plus haut possible. Pour de vrai. Ouais, t'as pas envie que je te donne un bout de papier, t'as envie de le faire. Ouais, faut que... Si je fais vraiment quelque chose de haut, là, vraiment, l'histoire sera bien bouclée. Et ce sera une bonne affiche pour dire... Il y a quelque chose à faire pour les personnes en situation de handicap. Au-delà du résultat, qu'est-ce qui, selon toi, ferait que cette aventure soit réussie? Tu l'as dit, les concours en partie, la réussite des concours. Qu'est-ce que tu voudrais garder finalement de cette aventure, toi, et qu'est-ce que tu voudrais que les autres retiennent de ton aventure? 2 plans. Initier du changement pour les personnes en situation de handicap et faciliter les chemins. Si ça c'est fait, je suis... heureux comme pas possible. Si institutionnellement on se rend compte qu'on peut, parce que vraiment il y a tout. Il y a la loi de 2005 donne un socle magnifique. C'est une très belle loi. Et si de manière plus précise on arrive à accompagner d'autant plus et à favoriser la réussite, notamment du côté des devoirs à la maison, s'il y a un système qui se développe de ce côté-là, je serais hyper heureux. Et de l'autre côté, et ça, je le vis déjà, que des gens soient motivés, que le handicap, mon histoire, soit une excuse pour que quelqu'un dans ses défis rêve grand, tente des choses, que vraiment juste essayer de se lancer. Et s'il y a ces deux choses-là, quelle que soit même l'école, ce sera une réussite dans ce point collectif.
Ouais, c'est ça. L'altruisme, un C'est peu ça. de dire ma démarche va. C'est ce que je te demandais tout à l'heure. En fait, elle va transcender juste moi, ma petite personne, Orvedi, et ce que je vais faire. Et pour toi, du coup, si on va encore un petit peu plus loin, tu l'as dit, tu as toujours été un grand rêveur. T'as ta mère qui, visiblement, te soutient dans tes délires. Bon, il s'avère que tes délires se sont concrétisés jusqu'à présent. Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Peut-être acteur, continuer d'être acteur de changement et le milieu entrepreneurial m'intéresse de plus en plus parce que pour moi c'est l'un des endroits où on est le plus acteur et où on peut bâtir un monde ou en tout cas faire en sorte que la vision qu'on a du monde devienne réalité par nos actions. Et donc je veux continuer à être acteur, à initier des choses, à faire rêver. Comme j'avais dit la dernière vidéo, je veux faire rêver. Hmm. Ce serait bien. Ok. Toute dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire si tu avais la possibilité de remonter 10 ans en arrière au petit garçon Orvedi, à l'orée du collège-lycée? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Te prive pas. Te prive pas des autres. Te prive pas de rêver. Te prive pas de découvrir. Aller vers les autres, c'est une dinguerie. Tu vas découvrir de belles choses. Et te prive pas d'apporter. Parce que tu as de belles choses à apporter. Merci Rudy. Merci à toi.